ne voulait pas finir Elle avoue l'histoire au d'amour. centre du soleil, on ne faisait pas de Tu politique. peux comprendre ça, Rudy? Tu peux le comprendre? Ça avait été son rêve de jeune fille à elle aussi. Fred Duval, bonjour. Bonjour. 1894, l'homme de l'année. C'est le deuxième tome, en ce qui vous concerne, d'une série complète qui est consacrée à une façon originale de voir l'histoire. Alors vous, on vous avait rencontré pour une émission spéciale consacrée à la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. Vous nous aviez dressé le portrait d'un soldat inconnu tout à fait étonnant. Et là, avec Florent Calvez, votre complice dessinateur, vous allez nous parler d'une affaire qui, en quelque sorte, représente les prémices de l'affaire Dreyfus. Il s'agit donc de l'affaire Esterhazy, qui était donc un espion. Voilà, Esterhazy est le vrai traître de l'affaire Dreyfus, celui qui a vendu à l'état-major allemand, à travers son ambassade à Paris, son attaché militaire, Schwarzkoppen, qui a vendu régulièrement, pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, des secrets militaires qui n'étaient pas de grands secrets, mais des choses quand même qui ont eu pour conséquence un jour d'être interceptés par nos services, grâce à tout un système d'espionnage avec la femme de ménage qui prenait les... Dans la corbeille à papier. Dans la corbeille à papier, voilà. Et donc, tout ça mixé à une montée de l'antisémitisme, à une enquête bâclée, à des ministres qui avaient besoin de redorer leur blason, fait qu'en 1895, on a envoyé le seul juif de l'état-major, le capitaine Alfred Dreyfus. Il va se retrouver donc aux îles du Levant, en Guyane. Voilà. On vient de voir une planche intéressante, parce qu'on va revenir un petit peu sur ce personnage un peu étonnant. À l'origine, Esterhazy, c'est un militaire. Donc, voilà, c'est un militaire. Il est même au 74e régiment d'infanterie à Rouen. Oui. Voilà, c'est ça. Et là, sur cette planche en particulier, on voit au niveau du canon qu'il est détaillé un certain nombre d'informations qui sont envoyées à l'état-major allemand par l'intermédiaire de l'attaché militaire allemand à Paris. Oui. Alors, vous dites, effectivement, c'est vrai que l'espionnite, elle est particulièrement prégnante, notamment des deux côtés d'ailleurs, mais en particulier du côté allemand, qui sait très bien qu'après le désastre pour les Français de 1870, ils doivent s'attendre à une revanche. C'est-à-dire qu'on est dans un état d'esprit de revanche. La France est vraiment surmilitarisée à l'époque. Il y a 200 000 officiers. C'est énorme. C'est énorme, énorme. Et ça coûte très cher à l'État. Ça coûte très cher, ça empêche de développer d'autres choses. Enfin, on est dans une France qui attend de sa revanche sur la dite débâcle de 1870. Puis en même temps, on est aussi dans une république jeune, naissante, qui va... Un peu fragile. Qui joue sur ses fragilités, qui doit réfléchir à ses fragilités. Et moi, j'ai tendance à dire, si vous voulez, que l'affaire Dreyfus, qui va suivre l'affaire Esterhazy, c'est aussi un moment nécessaire à la République. C'est un moment clé, capital, notamment dans la formation politique, dans les grands choix politiques et idéologiques, parce qu'on va avoir qui va s'affronter au final des gens qui disent que, quelle que soit l'erreur judiciaire, la raison d'État est la plus importante. On ne peut pas menacer la France pour réparer une injustice. Et vous avez de l'autre côté des gens comme Jaurès qui vont se lever et qui vont dire non, même quitte à tout perdre, on ne doit pas laisser une injustice passer. Et cet affrontement-là, qui est vraiment un affrontement idéologique, il est fondateur pour notre République. Et je pense que c'était nécessaire de passer par ce stade-là. Voilà, alors au passage, on remarquera que c'est aussi le développement de la presse. Aujourd'hui, on ne se rend pas tellement compte parce que malheureusement, la presse écrite est en crise. Bon, évidemment, Internet remplace un petit peu, mais ce n'est pas tout à fait la même chose de mon point de vue. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le tirage des journaux va devenir absolument considérable. Et il va y avoir un vrai débat au sein des journaux parce que la radio n'existe pas ou pratiquement pas, la télévision, n'en parlons pas. C'est donc dans les journaux que ça se passe. Et là, il y a de véritables débats d'idées. Ah oui, moi j'ai étudié justement pendant mes études universitaires sur l'affaire Dreyfus. Je me suis spécialisé dans les caricatures antisémites, notamment pendant vraiment la période la plus déchaînée de l'affaire, c'est-à-dire 1898 à 1900. Et on a à l'époque des journaux qui se renvoient la balle, qui ont la même forme, comme je pense à Psite de Forain et Carandache, qui est un journal antisémite, enfin en tout cas anti-Dreyfusard, et son pendant, le Sifflet, qui lui, la semaine suivante, répond. C'est-à-dire que les caricaturistes jouent un match. C'est absolument incroyable. Alors, revenons à votre livre de bande dessinée. Personnellement, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le côté vérité historique. Vous êtes allé au fond des choses. Et puis, alors, il y a quelque chose que j'ai découvert. J'aurais pas cru ça. Vous vous êtes amusé avec votre collègue à chronométrer. Parce que vous dites que l'affaire part de Rouen et qu'il est probable que dans un immeuble qui existe encore, d'ailleurs, où Esterhazy était situé,
il est probablement là que le faux a été réalisé, qui va condamner le capitaine Dreyfus, avant sa réhabilitation, bien évidemment. Et vous avez chronométré, parce qu'il y avait une gare à Saint-Sever, donc c'est pour ceux qui connaissent Rouen, en rive gauche, pas très loin de ses studios. Exactement. Il ne reste pas grand-chose, d'ailleurs. Et donc, vous avez chronométré le temps qu'il fallait pour prendre le train, revenir, etc. Et ça vous donne des preuves, a posteriori, qui pourraient être largement coupables. Des preuves, on sait qu'il allait tous les jours quasiment à Paris. Il avait une grande liberté, il avait... Voilà, il avait besoin d'argent parce qu'il jouait. Ah, c'était un donc joueur. Il y a un contexte personnel qui fait qu'il a vraiment toutes les options, comme on dit. Esterhazy, c'est vraiment la crapule dans toute sa splendeur. Il est endetté, il a hypothéqué les biens de sa femme sans lui en parler. Les biens de sa femme, c'est-à-dire que sa femme qui est issue d'une famille riche. Une famille riche. Voilà. Il joue en bourse, il emprunte de l'argent à sa famille, à son cousin, à sa tante. Ouais, il fait des cavaleries. Il est indéfendable. Et en même temps, ça en fait une crapule forcément passionnante. Aujourd'hui, on a un petit peu de recul, on ne refera pas l'histoire. Hein. Et donc aujourd'hui, nous, on s'est amusé avec Calvez à le regarder un petit peu comme un... Non pas lui trouver des excuses, le point s'en faut, mais essayer de le tourner un petit peu en dérision, ce Esterhazy, qui aussi correspond à une certaine image de la France de cette époque-là, d'aventurier financier que Zola a aussi décrit. Alors, vous parlez des aventuriers financiers. À un moment, vous évoquez dans votre ouvrage l'affaire du canal de Panama. Alors, ça vient après le canal de Suez. Et Ferdinand de Lesseps est commandité pour faire ce fameux canal. Ça va très, très mal se passer. Exactement. Manque d'investissement, des maladies, la malaria, et d'autres maladies. Et bref, et puis surtout, des petits épargnants auxquels il est fait appel qui vont être ruinés. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a deux temps, l'affaire de Panama. Il y a le premier temps, le chantier qui se passe très, très mal. Et donc, une nécessité d'entrer en bourse et de lever des fonds. Et ça ne marche pas. Les gens n'ont pas confiance. Et donc, pour convaincre les gens, les financiers de Panama vont corrompre des parlementaires qui vont autoriser des choses, vont corrompre des journalistes. Et donc, c'est un moment, cette bulle-là va exploser, va être dénoncée, et notamment par La Libre Parole, qui est un journal antisémite d'Édouard Drummond, l'écrivain antisémite par excellence français, qui a écrit La France juive. Et donc Drummond trouve cette affaire. Que vous représentez sous la forme d'une pieuvre, d'ailleurs. Oui, petit clin d'œil à Lovecraft, à cette image de la pieuvre. Moi, je trouve que c'est une belle image de l'antisémitisme, la pieuvre qui se glisse partout et qu'on n'arrive jamais à vaincre, finalement, qui revient toujours. Ça ne veut pas dire que vous êtes antisémite, mais vous trouvez que l'image en tant que telle est assez spectaculaire. Ah oui, moi, au contraire, je suis évidemment, comme tout un chacun, choqué par l'antisémitisme. Mais pas comme tout le monde, malheureusement. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mais non, voilà, il fallait... Vous savez, nous, on est toujours dans la représentation. Dans la bande dessinée, on représente, on figure. Et donc, c'est toujours important. Mais je trouve que ça arrive bien dans le livre. Oui, c'est ça. Quand on voit Drummond, et puis petit à petit se transformer. Il se transforme en pieuvre. On comprend la volonté. Voilà. Donc, lui, il va se servir du scandale de Panama, où malheureusement, fait du hasard, il y a deux banquiers juifs qui sont corrompus. Il va se servir de ça pour dire, voyez, tous les juifs sont alors, en même temps, ce qui est bien, c'est que, par exemple, vous revenez très largement en arrière, puisque vous évoquez l'anti-judaïsme puis l'antisémitisme, qui naît, d'après vous, à partir du moment où les Juifs peuvent intégrer la société française. Donc, ce sont les ennemis de l'intérieur, si je comprends bien. Et vous revenez donc en arrière jusqu'à la période, finalement, des Égyptiens. Oui. Et vous expliquez que les Juifs, pendant longtemps, n'ont pas eu le droit de faire des métiers autres que ceux qui étaient considérés par ceux qui n'étaient pas juifs comme étant dévalorisants. Voilà. Donc manipuler l'argent, notamment, des choses comme ça, certains métiers comme la médecine, le commerce, voilà. Et donc oui, effectivement, ça c'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de documents que j'ai lus, que j'ai recoupés. On considère que le véritable antisémitisme français naît après la Révolution, parce que se passe-t-il à la Révolution? Tout le monde devient citoyen. Donc le juif qui était l'étranger, le bouc émissaire étranger avant la Révolution, sous l'Ancien Régime, devient français, devient citoyen français. Et donc, du coup, arrive cette notion de ennemi intérieur. Et l'ennemi intérieur, c'est vraiment la base de l'antisémitisme français, et puis qui va, bien sûr, s'internationaliser très vite. Alors, vous évoquez notamment le dernier pogrom en France au XIXe siècle, au XIXe siècle, en Alsace. C'est incroyable, alors que l'Alsace est une région où il y a beaucoup de juifs, justement, Absolument. Encore aujourd'hui, et qui vont le payer très cher, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. On va peut-être terminer rapidement. Bon, on ne va pas faire de comparaison. On sait que l'histoire ne se répète pas. Parfois, elle balbutie. Et c'est vrai qu'il y a quand même des éléments dans cet ouvrage qui font un petit peu réfléchir par rapport à des choses que l'on connaît aujourd'hui. L'antiparlementarisme,
remontée de l'antisémitisme, du racisme d'une manière générale, les affaires, certaines affaires. Bon, est-ce que d'après vous, justement, vous qui êtes un témoin, j'allais dire un peu privilégié, il convient d'être attentif à ce qui se passe aujourd'hui parce que, en d'autres temps, il s'est passé des choses encore plus terribles après ces événements que vous évoquez? Ça me semble évident, c'est-à-dire qu'on se rend compte que l'antisémitisme et l'antiparlementarisme sont des constantes dans les sociétés modernes, dans les démocraties, parce que dès que les choses vont mal, on cherche des responsables, toujours. Donc, une fois que cet état d'esprit est malheureusement en vigueur, le moindre incident le nourrit. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, le moindre parlementaire qui va être pris la main dans le pot de confiture, comme on dit, il va nourrir l'antiparlementarisme. Est-ce que c'est pour ça qu'on doit remettre en question la démocratie et le Parlement? Certainement pas, mais beaucoup de gens s'en servent pour pousser ces idées-là. Le parlementarisme, ça reste quand même le système le plus démocratique qu'on a su inventer pour l'instant. Donc, moi, je suis un farouche défenseur du Parlement et du Parlement européen, etc. Et à travers les BD, on n'essaie pas de convaincre qui que ce soit, mais on essaie de montrer effectivement que attention à ce qu'on remet en question. Et attention aussi aux avis trop rapides, au manque d'analyse, au manque de culture, qui fait qu'on a toujours tendance à vouloir trouver que c'est la faute des autres, et surtout de celui qu'on connaît le moins, finalement. Voilà, et puis je sais qu'à titre personnel, vous avez été très touché par les événements qui sont passés à Paris, chez Charlie Hebdo et ailleurs. Donc, pour vous, justement, s'il y avait besoin de preuves, en voilà des supplémentaires de ces preuves qui font qu'il convient d'être attentif et de protéger justement cette liberté de la presse et d'expression, même si parfois elle est un peu excessive. Elle est excessive par essence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait remontrer justement les caricatures qu'on n'aurait plus le droit de faire d'ailleurs aujourd'hui, antisémites, pendant l'affaire Dreyfus, parce qu'elles n'attaquaient pas une religion, elles attaquaient des gens, un peuple. Donc aujourd'hui, on a quand même beaucoup légiféré là-dessus. Il y a des règles, il y a des lois en France. On peut se moquer des religions. La loi le permet. Mais on ne peut pas être raciste et c'est un délit. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et moi, je crois qu'il faut juste appliquer la loi aujourd'hui telle qu'elle est déjà bien fichue. C'est pas si compliqué qu'on a l'air de le dire par moment. Moi, je pense que voilà, quand on peut-être bien l'expliquer aux enfants. Oui, c'est ça. Il y a toute une éducation, y compris à ce qu'est le dessin. C'est-à-dire que nous, les professionnels du dessin, on a été. Moi, j'ai vu en 25 ans de carrière, je n'ai jamais vu une émotion pareille. Quand on a perdu Jean Giraud il y a 3 ans, très vite, les gens se sont mis à dessiner. C'est devenu un hommage presque festif en soi, puisque on saluait un grand maître. Là, la profession s'était arrêtée de travailler. Vraiment. Au début, forcément, on a tous cru que c'était personnel. Et puis, avec les réseaux sociaux, etc., tout le monde se parle. Mais plus personne ne bossait. Pourquoi? Parce que quand on attaque le dessin, on attaque un peu notre système de pensée, à nous. On pense en dessin, on est toujours à essayer de trouver des images dans la tête. Oui, on essaye nous les auteurs, on essaye toujours de se dire, avec beaucoup de scrupules, comment on va pouvoir représenter aujourd'hui un juif, comment on va pouvoir représenter un musulman, comment on le représente dans une BD. Quand on l'évoque dans un roman, on peut rester très flou. Quand on tourne un film, on peut encore... déjà, on a le problème du costume, on a des problèmes de représentation. Nous, les dessinateurs, on est vraiment dans le détail, c'est-à-dire vraiment dans le détail. On va vous l'avez dit sur... Oui, puis vous avez la responsabilité. Oui. Quand vous prenez un personnage qui est filmé, il est filmé tel quel. Vous le représentez à votre façon. Exactement. Donc, il y a une interprétation. On donne un avis tout le temps. Dès qu'un dessinateur fait un trait, c'est déjà un avis. Donc... voir qu'aujourd'hui, en 2015, des gens, quels qu'ils soient, qui soient-ils, décident de prendre des kalachnikovs pour punir des gens qui ont fait des traits, oui, ça nous a bouleversés, bien sûr. Bien sûr. Mais écoutez, merci encore. Vous voyez, on a développé cet entretien au-delà de ce livre très intéressant dont je rappelle le titre, L'homme de l'année 1894. Il s'agit de l'affaire Esterhazy qui précède l'affaire Dreyfus. Vous publiez avec Florent Calvès, dessinateur, aux éditions Delcourt.
petite précision quand même, parce que peut-être que certains qui nous regardent et nous écoutent vont se poser la question, qu'est devenu Esterhazy? Finalement, lui, il va bien s'en sortir. Bon, il va s'en sortir exilé à Londres, Voilà, et puis c'est ça, il y a pire, il hein. ne sera jamais condamné. C'est ça. Il va... Alors, vous évoquez Victor Hugo, c'est pas tout à fait le même genre d'exil. Non. Victor Hugo, c'était plutôt grandiose au bah, niveau des idées, etc. Lui, c'est plutôt il était constant. avant de me faire avoir. Quoi. Il a été constant. Il a vendu quelques infos pour les contredire le lendemain, les démentir. Ouais. Voilà, bon, il a vécu comme il a pu, quoi. Merci beaucoup, Fred Duval. C'est À moi qui bientôt. vous remercie. Merci beaucoup. On ne voulait pas finir La voix de l'histoire au d'amour. centre du soleil, Alors, on ne faisait racontez-moi pas de donc, politique. tu peux comprendre ça, Rudy? Tu peux le comprendre? Ça avait été son rêve de jeune fille à elle aussi.